désormais ex-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a donc annoncé sa démission au président de la République le mardi 17 juin 2025. Après plus d'une heure d'échange avec le chef de l'État, celui-ci a accepté sa démission, ont annoncé plusieurs médias depuis hier mardi dans la soirée. Cette décision intervient quelques jours après que l'Assemblée nationale ait autorisé le procureur général près la Cour de cassation à engager des poursuites contre Constant Moutamba pour un détournement présumé des fonds en public. Plusieurs sources médiatiques également sont en train justement en ce moment même d'annoncer que l'ex-ministre Constant Moutamba s'est réfugié à l'ambassade de Cuba en RDC, démenti formel de son entourage, ni à l'ambassade de Cuba ni ailleurs. L'homme prépare sa défense et entend affronter la justice avec honneur et dignité. C'est un proche de ministre Moutamba qui l'a donc annoncé, et plusieurs proches de l'ex-ministre, on devra désormais s'habituer, sont en train de démentir cette information. Human Rights Watch dénonce la déportation vers le Rwanda par l'administration de l'AFCM 23 de plusieurs Congolais jugés ressortissants rwandais en situation irrégulière en RDC qui vivaient principalement à Karenga, un village de Massissi, accusé d'être un bastion des FDLR. Information de Média Congo. L'IRDH et Justicia ASBL accusent Jean-Pierre Bemba d'avoir recours à une stratégie de désinformation contraire aux principes de vérité et d'intégrité qui doivent incarner les hommes d'État. Ces organisations de la société civile appellent le gouvernement à rejeter toute propagande susceptible d'attiser les tensions politiques et de compromettre les droits humains. Affaire Constant Moutamba, quelles leçons peut-on donc y tirer maintenant que le PG a donc l'autorisation de l'Assemblée nationale d'engager des poursuites contre le désormais ex-ministre de la Justice? Situation de l'Est de la RDC, y a-t-il des signes qui annoncent une lueur d'espoir après tant d'années d'incertitude? Merci de nous faire confiance. Vous suivez Grande Tribune. Nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Trois invités sur le plateau avec qui nous allons donc ensemble avec vous échanger autour de ces deux thématiques. Je commence par ordre d'arrivée. Monsieur Eric Massimbo, bonjour, vous êtes de la société civile, vous êtes coordonnateur d'une ONG de la société civile, Kinshasa. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va. Et je salue tous ceux qui nous suivent, partout dans le monde. Je salue nos compatriotes qui se trouvent à l'est du pays. Et je voulais faire un petit discours, messieurs, dames, si vous pouvez me l'accorder, bien sûr. En fait, c'est par rapport au contrat sollicité par le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Didier Boudimbo avec l'AS Monaco. En fait, un contrat qui s'élève à plus de 5 millions de dollars par an. Alors qu'au niveau interne, nous avons suffisamment de problèmes. Je dénonce pourquoi? Parce que nos ministres ne savent pas investir dans des secteurs qui peuvent nous rapporter quelque chose. D'accord? Parce que quand vous prenez 5 millions de dollars pour donner à l'Est Monaco, soi-disant pour la visibilité de la RDC, est-ce que la RDC se cache? La RDC est invisible. Et pourquoi faire cela? Dans ses projections, je ne sais pas. Il a estimé que dans une année, cette visibilité va rapporter combien au pays? C'est aussi ça des projections qu'il faut faire. Alors que le pays souffre énormément. Les compétitions nationales boitent encore pour pouvoir finir, achever les calendriers. Et les équipes n'ont pas suffisamment de moyens. Il y a des provinces qui peinent, n'ont même pas de stades municipaux. Alors qu'avec 5 millions de dollars, on peut construire des stades municipaux. Et, on peut construire des stades municipaux avec 5 millions de dollars. Et aussi, on peut financer suffisamment notre compétition. Parce que la compétition souffre énormément. Vous pouvez le constater. À l'époque, il y avait de l'engouement quand il y avait des compétitions, des rencontres
d'accord, avec nos équipes. Aujourd'hui, l'Angoema qui avait tout autour... Ah ben, je ne voudrais pas faire cette comparaison, mais néanmoins, je regarde ce que ces contrats peuvent apporter. D'accord? Nous avons vu au niveau du stade des Martyrs, où un journaliste de la RTNC a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait dénoncé les niveaux des immondices qu'il y avait dans les stades. Donc, à peine les ministres ne savent même pas évacuer les immondices qu'il y a dans les stades, mais ils sollicitent plus de 5 millions de dollars pour financer, pour donner à Monaco, soi-disant pour la visibilité. Alors qu'au niveau interne, le pays manque des centres de formation. Alors qu'avec 5 millions de dollars, on peut construire des centres de formation dans chaque province. Imaginez-vous dans une durée de 5 ans, 5 millions de dollars, ça va nous faire combien? Plus de 60 millions. Avec plus de 60 millions, on peut faire combien de choses, réaliser combien de projets dans le secteur du football ici dans notre pays. Donc je demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de pouvoir surseoir ces dossiers, de pouvoir voir les réels et le vrai problème dont souffre notre secteur sportif pour pouvoir financer des projets qui peuvent apporter quelque chose. Il y a certaines communes qui manquent des stades municipaux, alors qu'on peut, avec cet argent, financer cela. Au niveau des provinces, vous savez, avec des démembrements, on a certaines provinces qui manquent même des stades municipaux. Donc, il y a suffisamment de problèmes dans ces secteurs qu'il faudrait d'abord résoudre avant de chercher d'aller résoudre et financer les équipes étrangères, soi-disant, pour la visibilité. Merci beaucoup, monsieur Eri Massimbo. On a compris, donc. Il faut investir dans les projets porteurs de croissance. Monsieur Gandhi Kassende, bonjour et merci beaucoup de prendre part à cette émission. Vous êtes un juriste consulte, analyste des questions d'actualité. Comment allez-vous? Ça va, Koussa, à l'image de la République démocratique du Congo, c'est à dents de scie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours avec des embouteillages, il y a des jours sans embouteillage. Va expliquer les choses. Il y a des jours où on attend la pluie, il ne pleut pas. Les jours où on n'attend pas la pluie, brusquement, il y a la pluie. Ailleurs, on dit après la pluie, le beau temps. Chez nous, on dit après la pluie, les dégâts. Les morts. Oui, c'est ça, les dégâts en général, oui. Y compris les morts. Je n'ai pas de biscuits particulièrement, mais je ne vais pas laisser ce que mon ami Massimo a dit. Mais je prends la balle au bon par rapport à ce que toi tu as dit, porteur de croissance. Qu'est-ce qui peut porter la croissance? Plusieurs secteurs peuvent apporter des croissances. Il ne faut pas négliger celui-là. Ce que le ministre des Sports a fait, pour moi, c'est une partie de ce qu'il devrait faire, mais pas seul. Puisque quand on dit visite RD Congo, mais c'est à la fois politique, diplomatique, soutenir le pays, l'image du pays, mais c'est aussi pour attirer les gens de visiter le Congo. Quand on visite le Congo, c'est nos routes qui sont c'est du ressort du ministère du Tourisme. Moi, j'ai dit que ce travail-là devrait être fait à la fois par le ministère de Jeunesse et Sport et puis par le ministère du Tourisme. On perd beaucoup d'argent, on ne se rend pas compte. Si vous suivez l'actualité pour les gens qui suivent d'autres pays que le nôtre, qui ne se regardent pas le nombril, vous verrez que le Sénégal, le Bénin, le Togo, ces pays-là gagnent beaucoup d'argent du tourisme. Est-ce que nous avons des sites touristiques qui sont viables, qui peuvent attirer des... Mais pourquoi, au lieu de construire des stades, pourquoi ne pas construire aussi, c'est tout, concomitamment à la construction du stade, je suis d'accord avec Massimo, mais il faut construire aussi des sites touristiques. Il y a des sites touristiques qui sont des sites naturels. Moi, j'ai dit, on gagnerait beaucoup plus comme ces pays-là, le Sénégal et autres. Nous avons perdu beaucoup de nôtres qui sont partis sur la route des esclaves, aux États-Unis, dans les Antilles, en Amérique latine. Vous savez qu'aujourd'hui, ces Noirs-là qui recherchent leurs origines viennent plus au Sénégal, alors le Sénégal n'a pas envoyé plus de Noirs là-bas, esclaves. Il y a un test ADN quand vous... Ils recherchent, mais moi j'ai dit que nous on perd. On devrait multiplier le nombre de ces gens visitent Congo, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique latine. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, nous avons perdu nos racines. Ce n'est pas le sujet de l'émission. Non, je vais finir, puisque c'est les sujets par rapport à ce que Massimo a dit. Vous comprendrez par la suite. Massimbo, ouais. Vous savez que aujourd'hui, nous, on célèbre Jésus tous les jours. Vous savez que les gens qui célèbrent les Congolais d'origine du Royaume Congo sont au Brésil, dans les candomblés. Quand ils font les candomblés au Brésil, les rites sont les rites du Congo.
en Kikongo même partiellement. Les rites qui se font au niveau de la Colombie, ça se fait en partie en Kikongo. Il y a même une langue qui est un mélange de Kikongo et de l'espagnol dans les pays comme la Colombie. Mais il y a des touristes éventuels. Quand vous allez là-bas, la jeunesse fait des mixages des musiques de ce pays-là avec la musique d'ici. Donc il y a un creuset des gens qu'on peut ramener ici ils sont ici et d'ailleurs, mais qui peuvent nous rapporter au niveau de notre culture, nous rappeler notre culture, mais en même temps nous apporter sur le plan touristique, sur le plan économique. C'est pour ça que j'ai dit, ce que Massimo a dit, il faut des stades, mais au-delà des stades, il faut aussi soutenir la campagne touristique. Puisqu'ici les gens voyagent, ils ne vont pas... Là, vraiment 30 secondes. Quand vous allez aux États-Unis, Nouvelle-Orléans, vous avez un quartier là qui s'appelle Square Congo. C'est là qu'est né le jazz. Personne ne met ça en exergue. Beaucoup aiment le jazz, mais ils viendraient ici pour savoir quelle est la source du jazz. Quand vous allez à Martinique ou en Guadeloupe, j'ai été en Guadeloupe, vous avez les quartiers Congo, Nègre Congo. Disons, j'arrête là, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais pour dire qu'on a à gagner au niveau du tourisme, on a à gagner au niveau de la culture. Très bien. La culture et le tourisme sont donc à promouvoir. Bah oui. Justement, ça peut aussi être porteur de croissance, hein, comme vous l'avez dit. C'est porteur de croissance. C'est porteur de croissance. Merci bien. Monsieur Mike Gardidiana, journaliste, analyse des questions d'actualité, merci beaucoup et bonjour. Bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs et à ceux qui nous suivent en cet instant. Merci beaucoup. Nous allons prendre rapidement le premier sujet, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Affaire Constant Moutamba. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce feuilleton judiciaire pour certains politiques? Bon, ça dépend de celui qui l'aborde. Toujours est-il que j'ai donné la parole à vous deux. Vous avez parlé un peu, je donne la parole à M. Magradien qui va commencer justement à commenter cette thématique. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de cette affaire jusque-là? Merci, mais permets-moi de m'insurger contre la subjectivité que tu as voulu mettre sur cette question au départ. C'est selon tel ou tel autre, je ne pense pas. Il n'y a pas de selon. C'est vrai que il y a certains qui donnent une coloration politique à cette affaire, avec raison certainement. Parce que Constant Moutamba, une fois arrivé au pouvoir, il s'est montré un peu électron libre. Il a voulu un peu déranger au système tel qu'établi autrefois, un système peu convenable, on ne va pas se voiler la face pour le dire. Le système judiciaire et parfois le système financier qui était gangréné par des antivaleurs. Il s'est mis à dos beaucoup de gens, ça c'est une vérité de fait, mais le comble est qu'il n'a pas pris la mesure de la chose en fait. Dans l'affaire qui l'oppose maintenant au ministère public, il n'y a pas de question politique dedans. Quelqu'un a posé la question de savoir comment justifier la célérité avec laquelle la justice agit, mais parce que cette affaire est beaucoup trop flagrante. Les erreurs sont énormes. Il a commis beaucoup trop de bêtises qui aujourd'hui laissent place à cette réalité-là. Les leçons à tirer, c'est... Il n'a pas piétiné des plots de bananes qui l'ont finalement qui l'ont laissé à terre. Le second degré de cette expression, je ne sais pas maîtriser, mais fut-il qu'il s'est mis dans de sales draps tout seul. Tout seul en tout cas. C'est tout seul en tout cas. Il n'a personne à plaindre. Non, il n'a personne à plaindre. Il s'est mis dans ses draps tout seul. Parce que, je rappelle encore une fois de plus, quand vous êtes un redresseur de tort, quand vous arrivez pour corriger un système qui va forcément résister à vous, un système qui existe depuis 2 années, il faut se montrer exemplaire. Et malheureusement, Constant Moutamba a commis une erreur de débutant. Laquelle? De toucher à l'argent de la République tout en bafouant la procédure. Mais on parle d'abord au niveau du gouvernement d'un malaise avec madame le chef du gouvernement. Lui-même a reconnu qu'il y a des difficultés, les relations ne sont pas bonnes avec madame la première ministre. En dehors de cela, il a aussi quelques conflits avec le corps des magistrats. On l'a même vu, le PG Firmin Vondé, avec l'ensemble des magistrats, dénoncer le fait que le ministre s'immisçait un peu trop dans la justice, notamment dans le fonctionnement de la justice, alors qu'il n'avait pas le pouvoir.
Est-ce que c'est parmi les éléments qui aussi ont contribué à ce qu'il... S'il faut faire de chaque argument de contradiction un élément d'opposition entre individus, je crois qu'on serait en bon terme avec personne. Il s'agit de questions techniques. Il est ministre de la Justice, il faut rappeler, il n'était pas la justice. Sinon, ça serait violer le principe de séparation du pouvoir. Il est le relais, le pont entre l'exécutif et l'appareil judiciaire. De temps en temps, personne ne me contredirait ici qu'il brillait par le populisme. Parfois, il allait au-delà des limites de ses fonctions, de ses compétences. Ce n'est pas un péché de pouvoir vous rappeler que vous ne pouvez pas aller au-delà parce que vous brûlez un peu les étapes. Et vous parlez de la première ministre, il a reconnu lui-même les relations ne sont pas bonnes. Il est le seul à dire depuis le départ qu'il n'est pas en bon terme avec la première ministre. La première ministre n'a jamais manifesté de signe de quelqu'un qui a rancœur contre Constant Moutamba. Il n'y a pas. Il n'y a aucun signe. Dites-moi à quel moment la PM a manifesté du mépris vis-à-vis de Constant Moutamba. Le jour où il a parlé sur son histoire sur le détournement, la PM a réagi sur le champ. Après, elle a réagi, elle a recadré. Vous connaissez les femmes des Congo, c'est des gens un peu taiseux, mais qui ne se gêneraient pas de te dire les choses si ça ne marche pas. Venir vous rappeler ne veut pas dire qu'il devient votre ennemi. Beaucoup ont aussi parlé d'un... Par contre, la vérité c'est qu'en interne, beaucoup de gens disaient qu'il n'est pas seul, il y a lui et un autre, je préfère pas citer son nom, qui brillait un peu par le fait que c'était des enfants aimés du chef de l'État, respectés pas certainement la hiérarchie, voulait toujours aller à l'encontre de la hiérarchie établie de principes de choses. Et je pense, à mon sens, que c'est dans ce contexte-là qu'il s'est permis de faire les choses qui l'ont amené à la démission. Vous pensez avoir la couverture de... Non, en fait, l'erreur, c'est que même quand le chef fait de vous son ami, ne vous considérez pas ami au chef. Ça, c'est parmi les règles du pouvoir. On ne devient pas ami au chef. Chef de l'État. J'ai dit, ça c'est mon point de vue. Je constate que pour moi, j'ai l'impression que Constant Moutamba a agi justement fort de cette posture-là. Il se disait, je suis le chouchou, je suis aimé. Parce que de temps en temps, les chefs le félicitaient. Il obtenait ce qu'il voulait auprès de lui. Il s'est dit, bon, écoute, donc je peux faire les choses comme bon me semble. Mais malheureusement, ce qu'il oublie, c'est que, autant que lui-même avant disait que pour recadrer la mentalité congolaise, il faut instaurer même la peine de mort pour le détournement. Il savait que c'est une question très sensible. Le Congolais aujourd'hui devient très sensible sur la question des ressources de la République. Si vous voulez condamner quelqu'un par coutumance sur les tribunaux publics, faites de lui juste un voleur des deniers publics. Tout ce qui viendra après procédure judiciaire, personne ne va comprendre. Même si la justice arrive à établir son innocence, pour le gens, être accusé de détournement, c'est fini. C'est fini déjà. Donc ça veut dire qu'il a commis cette erreur-là, et aujourd'hui il est arrivé, il y a eu beaucoup trop de contradictions. La preuve, même l'Assemblée nationale ne pouvait pas sauver les ministres parce que quand il est arrivé, là où je pense que le Constant Moutamba lucide des techniciens que je connaissais était un peu perdu, pendant son audition, il commence par des considérations d'ordre personnel. On ne m'aime pas, la PM ne m'aime pas, c'est pas ça le problème. Il faut prouver. La question c'est, voilà la réalité des choses. Il y a eu même des enquêtes parlementaires. On est arrivé, l'État a déjà décaissé 19 millions, ce qui ne représente pas les 30% selon le plan des décaissements. On est déjà à près de plus de 60%. Mais on constate que malgré le décaissement, le site où doit être exécuté le travaux n'existe pas. Deuxièmement, il y a 19 millions dans le projet de la prison centrale de Kisangani. Les infrastructures de base sont là, mais le projet de construire un hôpital en dehors de la prison n'existait pas. Il provient d'où? Quel est l'avénement qui vous pousse à aller à ces niveaux-là? Et on se rend compte qu'à ces niveaux-là, 250 000 $ étaient déjà sortis. On n'a donné pas à une société, mais à un individu pour exécuter les travaux. L'individu qui a pris la poudre d'escampette jusqu'à aujourd'hui, introuvable par l'appareil judiciaire. Vous comprenez, on est dans un contexte où les éléments étaient tellement flagrants, ou même en termes des dates administratives, c'est-à-dire on transmet le contrat à la PM, mais la lettre de validation du contrat intervient après la lettre de transmission du contrat. C'est des choses où même un étudiant de droit ne commettrait pas. Mais lui, il est enseignant de droit. Il est enseignant, je ne sais pas, mais je sais que c'est un pratiquant de droit. Il est assistant à l'université protestante au Congo. C'est assistant, il enseigne aussi quand même. Mais je sais que c'est un pratiquant invertébré de droit. Donc vous comprenez. Et je crois que c'est fort de sa posture politique. Il se disait, bon, c'est des formalités. Et d'ailleurs, il a même dit, pour l'avis de non-objection, la DG ad intérim de la DGSMP lui aurait dit que c'est de la formalité, ça va arriver. Comment vous tombez dans des pièges pareils? Vous comprenez un peu? Vraiment. Ça faisait un cumul qui fait que c'est un dossier très facile. J'ai dit ça aux gens, les gens ne m'ont pas cru. J'ai dit, même au niveau du Parlement, il sera difficile de pouvoir le sauver, de le défendre. Et je crois qu'à la limite, maintenant, plus
que je peux dire, c'est que Constant Moutamba, vous savez, on le dit mort dans l'âme parce que je me disais quand même, c'est quelqu'un qui portait l'étendard d'une frange de la population. Beaucoup de jeunes s'identifiaient à lui, et qui devraient prêcher par l'exemple. Il risque combien déjà, si la procédure judiciaire telle qu'elle se déroule, il risque combien de... Je me refuse de me substituer en une instance de justice ici pour dire... Non, moi je refuse. Mon problème c'était d'analyser le fait. Je ne veux pas me mettre sur la sellette et puis les gens vont dire... Parce que le matin je me suis dit, s'il faut être clément à la limite des travaux forcés, les gens me disent, ah, il n'est même pas encore condamné, tu dis déjà les travaux forcés. Je préfère pas donner la sentence. Ça c'est le travail, le sort de la justice. Mais dans le fond, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs qui justifient le fait qu'aujourd'hui, il est difficilement, je vais utiliser ces néologismes, sauvable. Il est difficilement sauvable. Pour ne pas dire, c'est difficile de... L'absolution est difficile pour lui, mais la vérité c'est que c'est pas la fin d'un politique. Je crois que... Il peut rebondir. Il nous prouvera sa force s'il arrive à rebondir après cette affaire ici, parce qu'il a encore une longue carrière devant. Il est jeune, on parle de 37 ans, 36 ans. 36 ans. Alors, monsieur Éric Massimbo, votre lecture de cette affaire, il y a deux camps, ceux qui parlent d'un complot contre le jeune ministre qui est venu un peu mettre mal à l'aise ceux qui étaient habitués à détourner, à piller les caisses de l'État. D'autres qui disent que comme M. Maguerdiana, c'est vraiment flagrant. L'évidence n'est pas à rechercher. Il est là, elle saute aux yeux. Difficile de le sauver. Quel est votre avis à ce sujet? En fait, malheureusement, dans le procès congolais, on sait comment ça commence et comment est-ce que ça finit. Tout le monde est prophète. Hein? Tout le monde ici peut être prophète par rapport à ces procès, par rapport à l'expérience que nous avons des procès judiciaires dans notre pays, d'accord? Il y a le fameux procès le plus célèbre de la République, c'est le procès 100 jours, d'accord? Depuis 2021, je crois, jusqu'à ce jour, les maisons préfabriquées n'ont jamais été remises, d'accord, à l'État congolais. Les conteneurs sont toujours restés au Kenya, là-bas en Tanzanie, je crois. Et jusqu'à ces jours, on nous avait dit qu'on avait saisi tel ou tel autre bien, de telle ou telle autre personne qui était impliquée dans le dossier. Mais jusqu'à ces jours, rien. L'État a tout perdu. Donc, par rapport à dossier Moutamba, je pense que les choses... Mais c'est l'expérience, non? Ce sont des dossiers qui peuvent nous donner, des jurisprudences qui peuvent nous donner des éléments d'analyse pour être un peu plus clair. Ça veut dire que ce qui s'est passé peut se reproduire. Mais ça peut se reproduire. Mais ça peut se reproduire. Parce qu'il y a eu des dossiers lampadaires, souvenez-vous, des dossiers lampadaires avec Nicolas Kazadi. Et après, nous en sommes où? Est-ce que le projet a été exécuté malgré tout? Lui ne faisait que décaisser. Les projets étaient conçus ailleurs. Mais son travail il était impliqué dans la chaîne. Il était impliqué. Il était un élément dans la chaîne. Le projet arrive, il décaisse. Il était un élément dans la chaîne. Comme dans les cas où il ne pouvait pas. Les braqueurs ne peuvent pas agir sans une personne. Les braqueurs ne pouvaient pas. Un braqueur ne peut pas agir sans la complicité des personnes internes. Donc il y a des gens qui sont impliqués. Donc quand vous décaissez, vous dites j'ai décaissé, mais quand vous décaissez, est-ce que vous avez évalué? Lui-même il avait dit après l'évaluation du projet, il avait renvoyé les projets pour qu'on puisse revoir un peu par rapport au prêt. Mais nous en sommes où? Est-ce que les forages ont été livrés à l'État congolais? Est-ce que les lampadaires ont été livrés à l'État congolais? Donc tous les projets de l'État congolais est toujours perdant. Mais pourquoi? Le projet est en cours. Hein? Non, combien ont été déjà livrés? En termes d'exécution, combien de pourcentages? Combien de pourcentages ont été déjà exécutés? Donc tout ça, moi je regrette et j'en pleure. Mais là, les larmes me coulent dans mon cœur parce que je sais qu'à la fin de l'histoire, c'est l'État congolais qui sera toujours perdant. Aujourd'hui, on reproche à Constant Moutamba. Non, vous avez vu l'argent? Vous avez vu l'argent? Non. Est-ce que le procureur a fait appel à la banque où l'argent est logé pour pouvoir demander même l'extrait des comptes? Non, mais vous avez vu l'extrait des comptes? Ça vous renseigne combien il y a dans le compte? C'est quoi? Non, mais il faut demander, mais l'extrait des comptes, ça vous renseigne combien qu'il y a dans les comptes?
Ah, donc vous doutez que cet argent soit retourné dans la caisse. Écoutez, on sait comment est-ce que ça commence, comment est-ce que ça finira. D'accord, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que si qu'il fasse un effort pour rendre la vraie justice à l'État congolais. Parce que le peuple congolais a besoin de cette justice. Et une justice équitable. Si Constant Moutamba est reconnu coupable, qu'il soit sanctionné. Mais au regard des faits qui sont reprochés à Constant Moutamba, la manière dont vous avez suivi le déroulement de cette affaire, est-ce que Moutamba peut s'en sortir? Oui, il peut s'en sortir. Parce qu'il doit fournir les éléments de sa défense. Jusque-là, Constant Moutamba, il n'est pas encore devant le juge pour pouvoir se défendre. Il est présumé innocent. Il est présumé innocent jusqu'à ce jour. Donc, il peut fournir les éléments de sa défense. Mais après, est-ce que l'État congolais pourrait retrouver l'argent? De la phase d'instruction, le PG a dit parce que les auditions que nous avons eues avec le ministre ont confirmé les soupçons que nous avions, les soupçons de détournement de fonds. Mais les faits ne sont pas encore établis. Il a introduit un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale au fin d'engager des poursuites contre lui. C'est sûr qu'il y a des suspicions. Jusque-là, les faits ne sont pas encore établis. Que Constant Moutamba aille à détourner l'argent. Mais néanmoins, il y a les manœuvres de détournement. Même s'il faudrait construire une prison. Écoutez, une prison a une somme de plus de 40 millions de dollars. Alors que l'État congolais a suffisamment de problèmes et cherche les ressources. C'est là qu'il y a un peu la complexité dans la gestion de la chose publique. Non, mais vous attendrez par rapport à l'État congolais a reçu une aide de 2 millions de dollars. Merci bien. Alors qu'il y a les acteurs politiques qui sont dans la gestion qui détournent plus que ça. C'est quoi alors le problème? Donc, Constant Moutamba portait beaucoup d'espoir pour certains jeunes. D'accord, de voir un jeune à la tête du ministère de la Justice qui essayait de bouger un peu les lignes, mais à la fin de compte, on voit que c'était que du populisme. Parce qu'il devrait prêcher par l'exemple. On ne devrait pas... Non, mais même ces réformes-là, quelles sont les réformes qu'il a portées? Du secteur de la justice. Non, ce sont des recommandations. Non, oui, c'était des recommandations, mais ces recommandations n'ont pas été ne sont pas encore mises en œuvre. C'était des recommandations. C'était des recommandations. C'est regrettable que celui qui est censé attraper les volets soit dans le coup. Merci bien, M. Eri Massimbo. Alors, M. Gandhi Kassende, vous pensez que dans cette affaire, Constant Moutamba, c'est juste... on dit quoi? Un bouc émissaire. L'iceberg qui est visible, alors qu'en bas, il y a beaucoup d'autres qui sont aussi concernés. Vous pensez qu'il est possible? C'est la question. C'est la question. C'est aussi la réponse. Pardon? C'est aussi la réponse. Comment ça? C'est l'iceberg. C'est la partie visible. Oui. Mais la partie cachée est immense, énorme. Il n'y a pas de bruit. Vous pensez que ça serait aussi simple que Constant Moutamba... Moutamba dérange tout le monde. Qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de l'opposition. Dérange qui? Dérange tout le monde. Moutamba, vous le savez, vient de PPRD. En quoi faisant? Non, il n'a jamais été au PPRD. C'est un ancien kabiliste, oui. Mais oui, ancien kabiliste, disons, pour qu'on soit d'accord, pour éviter des nuances. Okay. Ancien kabiliste, que ce soit FCC, que ce soit PPRD, c'est Kabila. Ça revient au même. Ouais, blanc, bonnet, blanc. Une conclusion fatale. Donc, il vient de là, on le sait. En tout cas. Mais il était aussi trouble-fête là-bas, si vous vous souvenez du passé. Il était là, mais il n'était pas là comme si c'était un long fleuve tranquille. Il gênait déjà pendant qu'il était proche de Kabila. À un moment donné, il s'est retiré, tout en restant proche de Kabila. Mais vous le savez que le régime actuel, ce n'est pas un régime succédiste à 10 ans, 100% UDPS. C'est un mélange, un tohu-bohu, un mélange, comment on appelle ça? Le truc du Congo central, la bitoto, ou la bouillabaisse à la française. C'est un mélange de tout. À la fin, on ne sait pas si on mange, si c'est le madeu, si c'est le pondou, ou la bouillabaisse, si tu manges le poisson, de quel genre de poisson. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Panier à crabe. Oui, panier à crabe, ouais. Oui. Vous savez que quand il vient, il s'approche du président de la République,
il va gêner déjà les gens de l'UDPS. Comment est-ce qu'on l'a choisi lui? Il s'est considéré comme étant opposant ici. Oui, l'opposition. C'est l'hérésie, ça. Oui, on lui donne un poste important. Les gens de l'UDPS étaient aussi mécontents. Régalien, Oui, ils étaient aussi mécontents. Ce qui fait que c'est un jeune, ou du moins c'est un ministre qui gênait tout le monde déjà au départ sur le plan politique. C'était un ministre. Oui, disons-le. C'est ce qu'il a dit. Donc, il gênait tout le monde, les deux partis. Au-delà de tout ça, de surcroît, il gênait encore beaucoup plus. D'ailleurs, on retrouve toujours les mêmes personnalités. La mafia congolaise, qui s'est créée depuis les années 60, qui a grandi, qui s'est endurcie. La mafia congolaise, on retrouve ça à la fois dans le gouvernement, au niveau du Parlement, on le retrouve chez les mandataires, on le retrouve partout. Il y a une mafia. Mafia probablement financière, mais aussi politique. C'est-à-dire, on doit placer qui? C'est eux-mêmes dans la mafia qui choisissent qui on peut placer de l'opposition ou du pouvoir. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il dérangeait la mafia? Quels sont les éléments qui démontraient vraiment que c'est... Vous avez vu le comportement du monde judiciaire, principalement des magistrats. Les 3/4 des magistrats étaient contre lui, puisqu'ils mettaient de l'ordre. Vous voyez, notamment la réforme qu'il voulait... Aller libérer les gens de la prison, c'était... Non seulement libérer, mais tu libères, ça pose un problème à un certain nombre de magistrats qui bouffaient là. Quand tu as mis quelqu'un en prison, la famille vient chaque mois pour donner 200 ou 500 pour le libérer, l'affaire traîne, etc. Il y a des gens qui bouffent des sous. Quand tu vois au niveau de l'instruction de certaines affaires, pendant l'instruction, vous ne me direz pas que vous ne le savez pas, les magistrats, certains magistrats, les 3/4 bouffent. Des deux côtés, c'est du plaignant et de celui qui est attaqué, etc. Ils bouffaient. Lui voulait que tout soit canalisé au niveau finance, c'est-à-dire quand tu payes des trucs comme... Il faut passer par... Même les greffiers bouffaient, tout le monde bouffe, on le sait. Lui gênait toute cette mafia-là au niveau judiciaire, au niveau politique. Les ministres volent, les députés ont volé ou peuvent encore revoler, puisque parmi les députés, là, il y a des gens qui ont volé des centaines et des millions de dollars, qui n'ont jamais été emprisonnés, des mandataires qui ont volé, ou qui sont restés 1 semaine, 2 semaines à Makala, qui sont sortis. Tous ces gens-là ne pouvaient pas être contents de Moutamba. Il fallait l'éteindre, carrément. Il fallait l'éteindre d'une manière ou d'une autre. Et puis, de surcroît, je ne pense pas que c'était dans ses idées, les gens pensaient, ah non, 2028, ah, c'est fini l'UDPS, ce jeune-là. On a même suivi le député Mayo dire qu'on n'a pas besoin d'une jeunesse pressée. Voilà. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire tout et rien. À la fois, pressé pourquoi? Parce que moi, je ne voyais pas Moutanda être candidat en 2028. C'est un garçon hyper intelligent. Oui. Il pouvait aller jusqu'à 2028. Je pense qu'il avait des accointances avec le président de la République. Le président de la République aussi avait... C'est le plus grand stratège du pays, hein, si vous ne savez pas. Qui ça? Tshisekedi. Le plus grand stratège. Ah oui, vous le verrez à la fin de son mandat, vous allez dire, c'est les bons, les grands tacticiens, les grands stratèges. Vous avez vu comment il a déjoué, comment s'appelle notre voisin là, qui fait le bluff aujourd'hui en disant qu'il est malade, qu'il est mourant, voire même qu'il est mourant. Je pensais que vous avez quitté le DPS. Non. Non. Revenons. Moi, j'ai quitté le Non, DPS. s'il vous plaît. J'ai jamais été encarté. Revenons au sujet. J'ai jamais été encarté. Face à ce qu'on appelle l'évidence, par rapport à ce dont on le reproche aujourd'hui, c'est toujours un complot, c'est toujours... tout ça a été monté pour le... C'est un complot. Pour le détruire. C'est un complot. Moi je m'exprime... Prouvez-le. Je le prouve. Oui. Face aux populations, quand on dit détournement pour le peuple congolais, moi le premier, détournement, je pense toujours au vol. Ah, il a volé l'argent. C'est ce que pense le citoyen lambda. Alors que le terme détournement ici, c'est un terme administratif juridique. Détournement, ça veut dire tu peux prendre l'argent ici qui était destiné à construire la route, toi tu vas construire des immeubles. C'est un détournement puisque tu as fait autre chose que ce qui était prévu. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il a détourné dans le sens qu'il n'a pas respecté les règles d'usage. Mais c'est pas on peut dire une infraction. C'est non-respect des procédures. C'est une affaire administrative. Mais pourquoi on met ça en pénal? Pourquoi? Et c'est ça, on saura lors du jugement. Il y a un problème, il y a des dessous de cadre. Beaucoup de gens pénale parce qu'il y a déjà eu des décaissement de fonds qu'on a donné à un certain Willy Mouché. Non. L'argent n'a pas été donné, n'a pas été retiré de compte. L'argent est mis. Willy Mouché, il y a 250 000 non, il s'est mis en séquestre
quelque part. Vous n'êtes pas juriste, on comprend. Non, c'est bien, on séquestre. On ne comprend. Vous saurez quand il y aura jugement, puisqu'aujourd'hui, ce sont des supputations. Puisque lui, il ne s'est pas encore défendu, vous avez des éléments donnés par les magistrats de la Cour de cassation. Vous n'avez pas la version. Il faut que ce soit... S'il a été auditionné 2 fois au Parlement... Oui, il est avocat, il n'est pas idiot. Il ne va pas sortir toutes ses billes. Il attend vraiment qu'il y ait jugement pour qu'il puisse sortir ses billes. C'est quand ce sera à charge... On attendra que ce soit à charge et à décharge. Vous verrez, il y aura des surprises dans ce procès-là. Moi, je pense que... Il y a un lui-même a reconnu des erreurs. Des erreurs, oui, il peut y avoir. Qui ne commet pas d'erreurs? Si on veut vérifier au niveau des 50 ministres, là, si on vérifie leur gestion au quotidien, on ne trouvera pas de... Non, si vous étiez juge de Constant Moutamba... Je l'écouterai, je l'entendrai d'abord. Vous le blanchez? Non, je ne le blanchis pas, je l'écoute, je l'entends d'abord. D'accord. Je l'entends d'abord, et compte tenu des pièces qu'il va verser, compte tenu des éléments de preuve qu'il aura, et c'est aussi au ministère public de verser aussi des éléments de preuve. On va comparer les deux avant qu'il y ait jugement. Alors, M. Magaradine, je reviens. On compare trop l'affaire de Moutamba à d'autres affaires qui se sont passées ils sont déroulées dans le passé, notamment le 100 jours. C'est une stratégie de com. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que Moutamba est victime d'un système? Ce que tu évoques, c'est une stratégie, comme pas une stratégie judiciaire. J'ai toujours dit aux gens, en RDC, il y a 2 stratégies qui marchent. C'est quand vous allez dans l'affect et que vous allez dans l'autodestruction, c'est-à-dire détruire le messager pour annuler son message. Ici, le problème n'est pas de savoir si Moutamba a dérangé. Oui, il a dérangé. Si vous êtes un ministre de la Justice et que vous ne dérangez personne, vous n'êtes pas à votre place. Vous faites mal votre travail. Avec le système qu'on a aujourd'hui, le système judiciaire qu'on a aujourd'hui. Mais au-delà de ça, la plupart d'oppositions qu'il a eues avec le corps magistral, c'est vrai, certains, c'est parce que son côté populiste est connu de tout le monde. Vous voulez un peu faire les choses pour aller au-delà de ses propres prérogatives. Pas à chaque moment. Je reconnais ce que l'héritage que Moutamba nous aura laissé, c'est la proposition de loi sur la création de parquets financiers que moi je trouve très intéressant pour rendre un peu plus technique les questions d'ordre de finances publiques, parce que jusqu'à aujourd'hui, les simples magistrats ont du mal à traiter. C'est pourquoi vous verrez le prof Kalouba, lors de ces 100 jours, arriver à nous pondre une thèse de détournement est une infraction intellectuelle. Il y a des techniciens qui savent reconnaître le fait calmement. Il faut un parquet financier pour essayer un peu de rationaliser un parquet rattaché à un tribunal. Exactement. Mais spécialisé. Un parquet spécialisé sur les questions, ça nous éviterait ces genres de raccordements, surtout les faiblesses dans les instructions de dossier par faute de maîtrise des questions de finances publiques. Mais au-delà de ça, il y a la bancarisation des frais de justice, on n'en parle peut-être pas assez, mais autrefois c'était dans les mains entre les poches de gens. Maintenant il y a des comptes certifiés où l'argent, la justice peut aujourd'hui, à la fin de l'exercice budgétaire, apporter des revenus. D'accord. Ce sont des choses à mettre sur son actif. Mais, au-delà d'être vrai, il faut être aussi juste. Oui. Quand vous arrivez à déranger un système, les gens vont vous en vouloir, ça c'est vrai. Mais vous avez l'obligation d'être doublement prudent. La procédure évoquée par M. Gandhi ici, c'est justement la procédure. Moutamba a été même... Le Parlement a dit, nous on va l'écouter. En fonction des éléments qu'il va présenter sur base du réquisitoire du PG, on va comparer, voir s'il y a nécessité des poursuites. On a commencé par l'instruction. Il est allé à l'instruction, il a répondu au PG, on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup d'éléments, des erreurs matérielles, beaucoup trop d'éléments qui le culpabilisaient, et finalement, on est revenu pour demander la levée de son immunité. Pourquoi on est en pénal? Pendant qu'il y a des députés qui ont soutenu que c'est une affaire administrative, les fautes administratives. Il a reconnu les fautes administratives. L'affaire pouvait se limiter au niveau des sanctions administratives, au lieu d'aller en pénal. Pourquoi aller en pénal? Y avait-il une nécessité d'aller forcément en pénal? Les députés qui l'ont évoqué parce qu'au début de l'affaire, il s'agissait d'une procédure administrative, notamment le non-respect du process. Mais après, il y a des éléments de flagrance. Par exemple, décaisser l'argent de l'État sans pour autant réunir, dans le montage financier, sans pour autant réunir tous les éléments nécessaires pour l'exécution d'un projet. Le site où doit être construit la prison n'existe pas. L'argent devait être déversé dans le compte equity du ministère
Et c'est au ministère, en tant que chef d'ouvrage, de payer progressivement selon que la norme de finances publiques l'exige en RDC. Mais l'argent quitte là-bas, versé directement sur une société créée pour besoin de la cause. Sur un compte, pas sur une société. Sur un compte. Non, non. Vous verrez. Sur un compte de la société. La société Zion. En fait. Tu as compté Zion, un compte créé 48 heures avant. Et les députés se sont même permis d'aller jusqu'au semble en Inde pour trouver le siège social qui n'existe pas de la société. On revient et les clous, quand vous parlez de pourquoi l'amener au niveau pénal, le clou c'est qu'on arrive qu'il y a eu un décaissement de 250 000 $. Qui a perçu cet argent? Willy Moucheni, qui est porté disparu aujourd'hui pour la construction d'un centre médical. Mais finalement, ce monsieur est qui exactement? Est-ce qu'on peut savoir Vous qui... posez la bonne question. Moi, je me demande, j'ai dit, généralement, chez nous, le système de financement, on finance les structures, pas les individus. Comment ça se fait qu'un individu obtienne de l'argent pour construire un projet qui n'est même pas repris dans le dossier? C'est là où vous verrez que maintenant, comme les Congolais sont bons dans les ramifications, Willy Moucheni est très proche de Julia Lingueté, et puis voilà, on commence à faire des ramifications. Moi, j'entre pas dans cette bouillabaisse. Mais Moutamba dit que ce projet a été déjà validé au Conseil des ministres. Oui. Regardez, ce projet est un projet extra. Au niveau du budget de l'exercice 2025, il existe des lignes, des orientations pour la viabilisation de prisons. Vous verrez le prison de Louzoum au Congo central, financé, réflexionné sur fonds du trésor public, sur une ligne budgétaire bien définie. La prison de Makala, allez voir, les réfectoires sont en train d'être réaménagés et tout ce qui est avec, parce que c'est des projets définis dans la loi de finances. Ça, c'est un projet additionnel. Ça veut dire que ce projet doit passer par la délibération au niveau du Conseil des ministres. Le ministre a présenté les moyens pour dire la nécessité de reconstruire une nouvelle prison à Kisangani pour plusieurs faits. On connaît à Kisangani, il y a eu des évasions, les conditions carcérales sont très difficiles. Le projet en soi était un projet salutaire, même si en termes de priorité. Maintenant, on revient. Il propose un montant. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu une procédure d'abord administrative au niveau de l'exécutif. À ces projets, un projet de ce genre-là, il faut informer. Il faut aller, dès que vous mettez le projet, il faut aller avoir l'autorisation de la chef du gouvernement. Madame On transmet le contrat, mais le contrat en soi est validé des jours après la lettre des transmissions du contrat. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une lettre qui est antidatée. C'est laquelle? À ce niveau-là, on peut reconnaître qu'il est arrivé au Parlement, il a reconnu les fautes de procédure. Au niveau procédural, on pouvait excuser les choses. Mais il s'avère que sur la gestion de fonds, il y a des indices sérieux et à la fois des tentatives de détournement et des détournements parce que l'argent aurait déjà été décaissé au profit d'un individu. Donc là, c'est déjà une affaire... C'est l'élément qui a fait que le PG a fini par demander l'autorisation pour quitter l'instruction pour que le dossier entre dans la phase juridictionnelle. Parce que c'était la condition pour le Parlement. On vous autorise à l'instruction, le ministre viendra répondre à vos questions. Et après, si vous pensez qu'il y a des indices de culpabilité, ramenez-le. Revenez pour demander. Et c'est ce qu'il a fait. Et le Parlement a les rapports. L'audition du ministre Constant Moutamba, il y a le rapport du PG. Ils en ont le deux. Ils ont évalué en fonction de ça. Et les parlementaires, les députés sont allés plus loin. Ont engagé des enquêtes parlementaires pour se rassurer des allégations du PG. Ils sont allés vérifier, il n'y a aucun site prévu. Ils sont allés, l'entreprise Zion en Inde est méconnue de registre. Cette société n'existe nulle part. La dame qui gérait le compte, depuis qu'il est parti en congé de maternité, jusque-là, personne n'attend. Non, elle est jeune, mais on attend qu'elle revienne pour répondre aux questions. Donc, en gros, dans ces contextes-là, vous ne demandez pas plus aujourd'hui. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Si vous voulez, le point de vue, je l'insiste. Malheureusement, moi, je ne suis pas dans la stratégie de communication utilisée par le ministère de la Justice, c'est toucher la fête. Et en matière de droit, il n'y a pas de comparaison possible. On ne peut pas comparer une affaire à une autre. Non, mais c'est même s'il s'agit de détournement. Regardez. On parle par exemple de Nicolas Gaza. Nicolas Gaza dit dans l'affaire Forage, nous tous on a été indignés, l'affaire a été classée sans suite par manque de preuves. Comment on est resté sur notre sol? L'argent sort, on n'a pas de preuves. Non. Et l'État a perdu. Le problème, c'est que l'État a perdu. On nous a mis un semblant de lampadaires, des lampes torches chinois qui sont sur les grandes routes ici. Si tu es aveugle comme moi, tu conduis à 19h, tu es incapable de voir la route. Bon, c'est un fait. Maintenant, il est pourchassé pour propagation de faux bruits et secret d'État. Secret d'État, alors qu'il dit que nous partageons. Alors qu'il est l'auteur. Il a fait une dénonciation. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, et c'est pas passé. Il faut le dire. C'est peut-être une affaire administrative à ces niveaux-là. Laissons-le gérer. Mais
vouloir constamment aller chercher la comparaison, jusqu'à un jour on arrive, on se dira, écoute, bon, écoute, on va comparer le ministre de la Justice et Jamal. On dira, mais Jamal est dehors, le ministre. Non, le problème n'est pas dans la comparaison. Le problème c'est que, si vous suivez de très près ces dossiers, moi je suis d'accord, moi je reconnais que le ministre n'est pas aimé par tout le monde. Il a dérangé certaines personnes, mais l'erreur qu'il a commis lui, c'est de tomber dans le piège, dans l'autosuffisance et de se permettre ces genres de bouillabaisse. Il ne devrait pas. À ces niveaux-là, il a prêté le flanc aux gens qui voulaient voir sa tête par terre. Ça, c'est une vérité. Malheureusement, c'est ça l'idéalisme des hommes de droit. Les faits sont les faits. Merci beaucoup. Et il en souffre lui-même. Lui-même, en tant que pratiquant de droit, peut-être que on... Bon, on ne sait pas. Il est pratiquant de droit, mais il est dans une affaire dont on juge très très flagrante, hein, au regard des faits. Il semblerait même, comme M. Mac l'a dit, difficile de pouvoir l'épargner. Parce que les évidences sont telles qu'on ne sait pas comment le tirer de là. Alors, M. Cela dit, il peut. Ça, c'est le pays de toutes les possibilités. Hein. On peut arriver là-bas au niveau. On peut arriver comme ça et puis chap, on expédie l'affaire. Non, il n'y a rien à se dire. Le Congo, la politique prend les dessus surtout ici. En tout cas, cette affaire ne devrait peut-être pas, peut-être elle pouvait être réglée au niveau du gouvernement. Simplement, Madame Souminois et tous les membres du gouvernement, et même autour du chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'exécutif, quand je dis exécutif, je parle même du chef de l'État, le chef de l'État peut-il avoir un pouvoir sur cette affaire, aujourd'hui, dans la phase où elle est actuellement? Bon, en tant que magistrat suprême, oui, le premier magistrat, oui, mais pour faire quoi en fait par rapport à cette affaire? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de voilà, on sait que la justice est indépendante. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas des marges de manœuvre? La justice doit faire son travail. Peut-être entendre au mois de décembre, peut-être il pourrait avoir une grâce présidentielle, bénéficier d'une grâce présidentielle par rapport à cela. Mais on doit laisser les dossiers évoluer, la faire évoluer telle qu'elle est en train d'évoluer. Donc moi, à ce moment, je suis en train de condamner ces conseillers, ces membres des cabinets. Vous savez, quand on est ministre, il faut avoir des bons financiers, des bons juristes, pour vous conseiller sur certaines choses que vous voulez faire. Si vous voulez faire un montage financier, mais il faut le faire. Mais comment le faire? Il faut le faire avec des spécialistes. Oh, il y a des spécialistes du montage financier. Mais bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment. Il faut associer les autres dans le coup. Apparemment, il veut manger seul, c'est ça? Il a fait les rallyes, mais en circuit fermé. Oh là là. Il y a ceux qui ont fait les rallyes, mais en circuit ouvert. Lui, il voulait faire les rallyes, mais en circuit fermé. Mais au lieu d'avoir des spécialistes, des coachs, pour pouvoir le faire, mais non, il n'a pas fait appel au coach. Comme José Makila le disait souvent, bon, ma politique, il faut se rassurer que Ebeli vraiment, non lié. Alors lui, il y a un beso. Il y a un kangamé na mungongote. Et ça, il y a donc, en fait, je ne vois rien d'un coup politique, parce qu'il le savait déjà qu'il marchait sur un chemin plein d'épines. Mais il devait se munir de bottes. Il devait se munir des bottes. Il n'y a aucune marge de manœuvre pour le tirer d'affaire dans ce stade. La marge de manœuvre, c'est quoi? Retourner l'argent, l'argent public. Il faut retourner l'argent. L'argent est déjà... L'argent, non. Ces discours-là, contre séquestre, tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, on dit l'argent est logé dans tel compte. Parce qu'avant, c'était 39 millions. Mais aujourd'hui, on a révisé ça à 19 millions. Donc, mais où s'est réparti l'argent de l'État? C'est là le problème, en fait. Okay. C'est là le problème, cher Dan. Mais quand l'argent de l'État est sorti, soit il doit faire l'affaire pour laquelle cet argent-là est sorti, ou au cas contraire, s'il ne fait rien, mais il faut laisser l'argent de l'État. Pourquoi on veut se faire millionnaire à tout bout de champ? Pourquoi? Pourquoi c'est ça le problème? Pourquoi cette course-là aux millionnaires là? Mais pourquoi le faire à tout moment? Pourquoi? On ne peut pas venir avec l'idée de servir l'intérêt général et à la fin de son mandat partir la tête haute. Pourquoi on veut à tout moment sortir du ministère riche, millionnaire? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens qui entrent, ils trouvent le ministère pauvre. D'accord? Mais lui, il sort riche. Il y a des gens qui entrent, ils trouvent l'Assemblée nationale pas
des bâtiments propres à lui, à elle. Mais lui, quand il entre pauvre, mais il sort avec des immeubles. Mais l'Assemblée nationale reste toujours sans bâtiment propre à lui. Peut on va dire, l'accueillir, lui accorder, on va dire, l'asile. Peut lui accorder l'asile. On a déjà vu ça hein, dans le passé ailleurs, tout ça. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de Cuba? C'est vrai que c'est démenti. Est-ce que c'est une possibilité? Je crois fermement, en tant que jeune, il a tout l'avenir devant lui. Fuir, ça ne serait pas résoudre la chose. Vous voyez un peu. Il a 36 S'il a suffisamment de preuves. S'il prend 20 ans, il aura 56 et il ne sera plus jeune. Hein. Non, ça ne peut pas aller jusqu'à 20 ans. Matata n'a pas pris 20 ans, il va prendre 20 ans pour la gnognotte. Je ne suppose pas qu'il pourrait aller jusqu'à 20 ans. Le mieux, c'est de pouvoir affronter la justice. Le mieux, c'est de pouvoir affronter la justice. Surtout si l'argent existe encore. Vous voyez un peu, s'il y a encore l'argent et que l'argent, on n'a pas encore disséqué, c'est mieux d'affronter la justice. Je m'imagine là, écoute, bon, on peut les en voilà, donc, s'il y a encore l'argent, mais c'est mieux d'affronter la justice. Il y a des circonstances atténuantes quand l'inculpé plaide coupable, il y a des circonstances atténuantes. Oui. Le juge peut dire, ben voilà. Et surtout, 19 millions rentrent. L'État gagne encore 19 millions qu'il avait perdu. Presque. Mais les juges vont... C'est plus 19 millions. C'est au-delà maintenant, c'est plus. C'est 18 millions 750. 18 millions, si l'État... parce que les 250 000, Willy Mouchen est parti avec ça. Bon, en fait, là, ça sera l'affaire de Willy Mouchen. On peut accorder des circonstances atténuantes. Mais c'est regrettable seulement. C'est regrettable parce que constamment, je le connais quand on montait la plateforme de mouvement citoyen. La première réunion qu'on avait tenue, c'était chez lui à la maison. Là, il restait encore à Selemba ou là-bas, vers le pont là-bas, à côté du marché. Il nous avait invités, on était chez le vieux Georges Kapiamba, il nous a invités, non, est-ce qu'avec la Loucha et les autres mouvements, on ne peut pas créer une plateforme? C'est là que moi je l'avais connu. En 2016, on a lancé la plateforme, bien que la plateforme n'avait pas eu la vie, à cause des récupérations, machin, tout ça. Vous voyez un peu. Mais je croyais au moins à ses engagements. Je crois au moins je croyais à ses engagements, mais je l'avais laissé un peu le temps parce que on a eu à gérer certaines choses, on voyait un peu comment est-ce qu'il agissait. Il devrait agir dans le calme, avec plein d'humilité. Faire le travail de fourmi, c'est très important. Hein? D'accord. Au lieu de faire le populisme pour rien. Et aujourd'hui, regarde là où il se retrouve aujourd'hui. Il y a même des audios qui ont circulé. C'est honteux en fait, c'est honteux. Des audios qui ont circulé. Hein? La faute aussi revient à son cabinet. Il y a un homme fait cabinet. Hein? Il était mal entouré. Je ne pense pas qu'il était mal entouré. Constant Mutamba était très bien entouré parce qu'avoir le prof Eddie Mwanza autour de toi, je connais la plupart des gens qui sont autour de lui. J'ai comme l'impression peut-être que c'est le genre de gens qui écoutent moi. Écoute-moi, il en fait à sa tête. Si vous parlez d'entourage, en tout cas, il en avait un parterre des juristes reconnus que le monde sait aujourd'hui. Les juristes ne sont pas toujours forts dans le montage financier. Oui, mais dans le montage, dans le montage financier, c'est comme vous venez de le dire. Je crois que ça a été fait en collaboration avec beaucoup plus de gens externes, notamment les dames des Ions et autres que le cabinet en interne. C'est ça la plus grande difficulté. Certainement. Donc, alors, circuit fermé. Rallye, mais Monsieur Gandhi Kassede, vous qui persistez, disons que c'est un complot contre un jeune ministre qui dérangeait les intérêts de beaucoup. Oui, à ce jour, actuellement, est-ce que vous pensez qu'il est capable de, disons, la politique peut le tirer d'affaire? Non, ce n'est pas du domaine où je dois penser. C'est le fait. Moi, je dis, j'ajoute encore un élément, puisque les juristes, le droit aime bien les éléments, des pièces, comme on dit. Une autre pièce qu'on néglige, il y a eu fête, hein. Il y a eu applaudissements, les gens ont sabré du champagne à Goma et puis au Rwanda. Oui. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a... Oui, mais ils ont sabré le champagne à cause de Mutamba. Oui. Vous savez, Mutamba, il a eu des couilles. Excusez-moi du terme. Hein, non, ça se comprend. Ça se comprend. C'est pas un terme approprié. C'est pas approprié, je le dis, pour pousser le bouchon plus loin. Oui. C'est son courage qu'il a eu, le courage qu'il a eu
Il n'y en a pas eu deux. C'était au PG ou autres qui devaient le faire. Il a dit, celui qui a demandé de remettre en cause la loi sur les anciens chefs de l'État. Donc en touchant Kabila et ses avantages, lui, ancien proche de Kabila. Et il a laissé des mécontents dans le milieu des kabylistes par rapport à ça. Ceux-là aussi sont peut-être dans le coup aussi. Bien sûr, tous. Je vous l'ai dit d'emblée, d'entrée de jeu. Le président de la République deviendra l'ancien président. Non, l'actuel président de la République, je vous ai dit, c'est un stratège. Vous n'allez pas le comprendre, vous le comprendrez plus tard. Lui, il sait où il va. Certainement. Lui, il sait où il va, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va faire. D'accord. Donc, lui, il ne considère pas Moutamba comme son ennemi. C'était une des pièces maîtresses de sa politique, de son deuxième mandat. Ne pensez pas qu'il est content. Dans l'immédiat, il n'est pas content. Il sait comment il va déjouer tout ça. Ce n'est pas le fait au niveau de la justice. Non, mais le non-santé, ce n'est pas ça le problème dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il sait que, disons, comme on l'appelle si bien, ce petit-là saura... Moi, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas encarté. Posez-leur la question, Dieu. Non, il est plus. Encarté. Je n'ai pas de carte de parti. C'est-à-dire qu'il n'est plus. Non, je n'ai jamais été. Vous avez pensé, puisque... Pourquoi tu insistes? J'ai souvent, je le dis, soutenu la démarche du président de la République, notamment dans le point concernant l'Est, etc. J'ai toujours soutenu. J'ai toujours lu en lui une certaine stratégie, certaines tactiques que beaucoup ne pensaient pas. Le meilleur président que le Congo n'a jamais obtenu depuis l'indépendance. Pour le moment, je ne peux pas juger. On va le dire. Non, on ne peut pas le juger. Mais au niveau de la stratégie, Mobutu était très intelligent. Kabila, il croyait être intelligent. Kabila père. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est un mélange de Mobutu et de Kabila père. Quel fils? Fils, il n'y a rien. Il n'y a rien à tirer. Sauf lui, il était obligé de se taire par des injonctions de Kagame. Lui, il n'avait rien à dire. Kagame lui a dit, on t'a mis là, tais-toi. Moi, j'ai fait les choses, c'était comme ça. Mais quand il commençait à être plus ou moins libre, c'est là qu'il a commencé à parler et à faire des bêtises. Tu as vu des bêtises? Un président intelligent n'allait pas faire des bêtises qu'il a fait. Il y en a combien au monde qui font ça? Et ancien président, tu as tous les avantages, on te protège. À un moment donné, tu rentres dans la rébellion. Contre qui? Contre quelqu'un qui a plus de force. Au moment où la personne n'avait pas de force, où tu pouvais faire des coups d'État ou faire des trucs que tu ne l'as pas fait. Tu attends qu'il ait des tentacules, qu'il ait vraiment des assises pour venir le bousculer. Pour revenir au Kabila, les avantages retirés à Kabila, la possibilité de pouvoir l'attaquer au niveau de la justice, non seulement au Congo, à l'international, mais ça me contentait non seulement Kabila, tous les Kabilistes. Les Kabilistes sont encore dans le gouvernement. Hein. Il y en a encore dans le gouvernement. Les Kabilistes, il y en a dans l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée, ce n'est pas des kabylistes qui sont là, entre autres. Ils ne se sont pas transformés. Mais c'est pas le mot. Ils ne se sont pas transformés, ces gens-là sont malléables. C'est-à-dire, ils prennent des caméléons. Ils ne sont pas kabylistes, ils sont caméléons. Ils sont d'abord kabylistes, mais ils savent se muer. Mais c'est Kabila qui les a envoyés là-bas, stratégiquement. Il leur a dit, allez-y. Vous le savez, non? Aussi bien que moi. C'est Kabila qui les a poussés à aller à l'Union. L'affaire est au niveau de la justice. Il y a que l'autorisation. Je ne connais pas l'autre. Menda elle est sous l'autorisation. Non, il faut dire qu'on veut la peau de ce jeune, qui est soutenu non seulement par les jeunes, même par des vieux. Non, prudent, peut-être, ce côté administratif, je suis d'accord avec vous, il devait être prudent, il n'a pas été assez, vu qu'on lui cherchait des poux. C'est vrai qu'il ne coupe pas ses cheveux, il y a plus de chances qu'il y ait des poux qui soient là. Non, ce gars-là, nous devons beaucoup à ce jeune-là, à M. Moutamba. Comme il aussi laisse les cheveux. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui. Moi, j'attends simplement le verdict final. Mais je lui souhaite beaucoup de courage. Je pense qu'il va s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, on va l'applaudir. Vous pensez que c'est parce qu'il a initié cette procédure au niveau du Sénat qui a conduit à, entre autres, à la levée des immunités Entre autres, c'est un élément important dans l'histoire du pays. Vous le négligez aujourd'hui, mais ce sera un des points
important. Donc Kabila est encore puissant, vous voulez dire ça? Oui, mais Kabila contrôle 25% au moins de l'économie congolaise par le truchement des Indiens, des Libanais, des Turcs, etc. Il est encore puissant. Il est encore puissant. Je vous ai dit, il a encore des gens au niveau du gouvernement. Dans les 50, là, il a au moins une dizaine qui pensent à lui, qui l'aiment. Là, ce que vous dites est très grave. Hein. Mais c'est pas très grave, le président le sait. Les personnes qui ont levé ses immunités. Mais bien sûr. Ce sont les mêmes qui ont levé ses immunités. Mais bien sûr, ce sont les mêmes. Mais ils sont kabylistes. Ils sont kabylistes et puis ils lèvent ses immunités. Non, mais sous pression. Tu sais, ils sont entre il deux avait mis la pressions. pression. Cet argument-là est très, très dangereux. Vous allez le voir, vous allez le constater avec le temps. Quand vous avez un président de l'Assemblée nationale qui vous dit 300 et quelques 18 personnes ont été assassinées à tel lieu, etc. C'est pas pour se foutre le désordre, mettre le désordre au niveau de la République. Ils ont rectifié, ils ont dit que c'est sur 4 ans. Mais le mal était déjà fait. Même sur 4 ans, l'argument ne tient pas. Il y a eu 318 morts. Mais pourquoi il n'a pas contrôlé? Il a tout le service à son profit. Il ne s'est pas dédié en termes de chiffres. Non. Le problème, c'est dans le timing. Voilà. Vous avez mal compris. Il dit c'est sur 4 ans. C'est sur 4 ans. Non, rectificatif par le rapporteur. Mais lui, il a dit avec assurance. Il avait dit avec assurance. N'essayez pas de le défendre. Il n'y a rien à défendre là. C'était la clarification. Un des anciens kabylistes, un des kabylistes permanents, c'est lui, entre autres lui. Vous le savez, lui-même le sait. D'accord. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Mike Gardidiana. On va peut-être rapidement clore cette émission avec juste un petit mot par rapport à la situation de l'Est. Nous avons une pensée à toutes nos populations qui sont en errance dans plusieurs territoires de l'Est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il une lueur d'espoir? Regardez tout ce qu'il y a eu comme médiation, début de médiation, effort diplomatique. Il y a une lueur d'espoir. Je crois que tout le monde sait que l'espoir fait vivre. Oui. Loin, on ne peut pas tomber dans le fatalisme, dans le congolo-pessimisme pour dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça serait faux. L'espoir existe. Oui. Seulement, quand vous parlez de la question de la guerre de l'Est aujourd'hui, je ne me sens pas légitime de mettre dans la posture d'un prophète pour vous dire, en déant ceci, j'observe comme la plupart des gens les politiques mises en place. Depuis le départ, je le disais autour de cette table, je disais, cette situation-là, il y a deux solutions possibles. Soit on négocie, soit on va dans l'approche militaire. Et Kinshasa est resté sur les considérations d'ordre diplomatique. Oui. Et autres, Kinshasa n'a pas levé l'option militaire, comme beaucoup de Congolais l'auraient souhaité. Et aujourd'hui, Kinshasa a eu la signe intelligence de pouvoir trouver un moyen de contourner l'accord, allant sur les péripéties économiques. On va trouver par les approches économiques le fait que cette guerre est aussi et avant tout une guerre économique. Il faut trouver comment contourner pour mettre des acteurs majeurs. Question de pouvoir stopper un peu cet élan, cette forme d'économie des guerres qui nous coûte suffisamment de vie. Mais après, j'ai comme l'impression qu'on est beaucoup trop resté sur l'approche diplomatique. Les considérations d'ordre militaire, on a presque mis en beurre. Est-ce la bonne stratégie? Je n'ai pas la prétention d'avoir la majeure reconnaissance sur la stratégie, mais moi je pense, à mon humble avis, s'il faut se référer sur les grands stratèges du monde, même autour de la table de négociation, il faut créer un rapport de force sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire que Kinshasa essaie un peu de se relever. La preuve, c'est que ces rapports de force existent, mais par des forces non loyalistes. Les Ouazalonde et les autres sont le seul recoupement qui engage ces rapports de force. Nous, on est encore dans les considérations du genre, on avait pris des engagements de cesser le feu au niveau de la sous-région et qu'on ne doit pas y aller. Mais malheureusement, c'est nous le plus grand perdant. Il ne faudra pas qu'on arrive autour d'une table et que le rebelle ait le jambe en l'air en train de siroter leur coca pendant qu'ils négocient en position de force fort de leur occupation sur le terrain. Et pour moi, c'est des choses de nature à influer sur les négociations. Certes, on a fait intégrer un acteur majeur, comme moi je disais depuis toujours, la solution de la RDC ne trouvera plus, le problème de la RDC ne trouvera plus jamais des solutions au niveau de la sous-région parce que la sous-région est une caisse de résonance qui répond à des politiques supra-avenues d'ailleurs. Et puisque déjà on avait compris qu'ils n'ont rien à offrir, rien à donner, il fallait changer de cap. On a fait un effort d'intéresser le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a organisé une réunion pour nous, qui nous a permis de voir un peu plus large. J'ai toujours aimé l'approche de la Russie qui était très directe avec nous. Il dit, le problème du Congo, c'est certes ce que vous voyez, mais c'est aussi un problème de dette coloniale. Kinshasa a saisi ce message-là comme il s'est dit. Il dit, bon, on rentre vers le colon d'autrefois. Vous dites qu'il y a dette coloniale, qu'est-ce que vous nous reprochez, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est un problème de gestion de ressources, venons, on va trouver un accord qui vous permettrait d'exploiter nos ressources sans forcément passer par les armes de Congolais.
et qu'on trouve un moyen de trouver un terrain d'entente sans que vous ayez des intermédiaires, des commissionnaires qui, eux, viennent par des approches militaires. Et donc Kinshasa est allé, on attend fermement, nous tous, la conclusion de cet accord avec les États-Unis, qui pour moi est une forme de repli stratégique, parce que la RDC a vocation d'être une puissance. Si aujourd'hui on rentre chez nos partenaires traditionnels, ça veut dire qu'on recule un peu. C'est comme un garçon qui avait quitté la maison de parents, mais après la situation est différente, revient chez les parents, mais cette fois-là doit se rassurer, le jour où je veux quitter, il faut le faire bien pour ne plus jamais revenir. Et donc on va, cette fois-ci encore une fois de plus, permettre aux autres de gérer nos ressources pour nous permettre d'avoir la sécurité. Mais après, puisqu'on a vocation de puissance, l'Afrique compte sur nous, il faudra mettre en place des politiques, il faut corriger les problèmes internes de l'armée et pouvoir éviter que ces choses arrivent dans les jours à venir. Mais, merci. Mais pour moi, le rapport de force sur terrain reste la plus grande difficulté. Kinshasa doit y penser sérieusement. Merci beaucoup. Le rapport de force reste le plus grand problème de Kinshasa. Alors, M. Rimasimbo, la même question, justement. Voyez-vous des signes d'espoir, des signes de désescalade? Les signes d'espoir, on doit toujours porter cela. On doit toujours porter cela pour ce peuple-là. Ouais. Mes sœurs, mes frères, mes enfants, mes nièces et neveux, mes cousins, mes cousines, mes parents qui sont à l'est du pays, qui vivent une situation très grave ici. Et par rapport à leur déplacement, par rapport à la vie sociale, économique et machin, tout ça, vous voyez un peu, on doit toujours porter de l'espoir que la paix reviendra dans cette partie est du pays. Mais de quelle manière? D'accord, il faudrait que cette paix puisse revenir. J'ai entendu mon co-débatteur parler d'une dette, supposée dette coloniale. Mais la dette coloniale, on doit la payer à qui? Auprès de qui? Auprès de la Belgique qui nous a colonisés? Auprès de la Belgique qui nous a exploités? Parce que nous sommes endettés en quoi? D'accord? Je crois qu'il faudrait encore en discuter et en parler. Peut-être la plus des éléments par rapport à cette dette qui pourra présenter. Explicité. Mais néanmoins, en ce que je sache, nous avons été exploités par la Belgique. Nous avons été déportés. Nous avons été vendus comme esclaves. Nous avons été condamnés à mort, à vivre dans l'humiliance. Nous avons été humiliés. Nos mains ont été coupées. Nous avons subi l'humiliation. Nos mains ont été coupées. Souvenez-vous de la caoutchouc rouge. Caoutchouc rouge, les mains coupées. Les mains coupées. Donc, on ne peut pas parler d'une dette coloniale. S'il y a une dette, c'est la Belgique qui nous doit. Souvenez-vous du procès belgo-congolais de Mobutu. Le contentieux belgo-congolais. Voilà, le contentieux belgo-congolais de Mobutu. En parlait souvent quand il y avait des différends entre Kinshasa et Bruxelles. Donc, à ces jours, par rapport aux accords qui profilent à l'horizon par rapport sur contrat minier, sécurité, en fait, aucun pays ne peut sécuriser un autre pays dans le monde. Aucun pays. Aucun pays ne peut sécuriser. Encore moins les États-Unis. Encore moins les États-Unis, parce qu'aujourd'hui nous le voyons. Israël avec l'Iran. Personne ne croyait que l'Iran allait aussi réagir de la manière dont il est en train de réagir. Mais Israël n'a pas encore. Donc cela impose les Américains de pouvoir entrer dans le conflit. Et si les Américains entrent, alors ça sera une guerre mondiale. La guerre mondiale, parce que la Russie avertit, la Chine aussi avertit. Donc la Corée du Nord avertit au même moment. Et l'Afghanistan aussi est en train d'avertir. Donc il faudrait voir la mesure possible. Nous devons nous assumer. Il y a eu des erreurs. Il y a un complot au niveau international pour maintenir les pays dans un état d'ingouvernabilité. Dans ce complot, l'Israël est partie prenante, l'Angleterre est partie prenante, les États-Unis sont partie prenante dans ce complot international. Donc, ces jours, si Israël, les États-Unis, l'Angleterre, y compris la France qui est venue danser en dernier lieu, si ils décident aujourd'hui, ces 4 pays décident aujourd'hui, dit aux Rwandais de pouvoir quitter le territoire congolais, ils vont le faire et la paix va revenir. Merci beaucoup. Souvenez-vous, je vous avais dit une fois ici sur ce plateau, par rapport à nos amis chercheurs qui sont à l'est du pays, il n'y a pas, les M23 n'a pas une armée, non encore l'AFC. C'est l'armée rwandaise qui est à l'est du pays. Et nous dénonçons, nous condamnons la transplantation de la population rwandaise. Le film qu'ils sont en train de jouer où on voit des civils embarqués à Goma pour le Rwanda. C'est faux et archi faux. Et par rapport, ils retournent de l'autre côté.
C'est ça les cycles. C'est un cercle vicieux en fait. Merci. Il monte au véhicule au niveau de Goma, il rentre au Rwanda pour rentrer par après au Congo. Donc nous dénonçons cela. Nous prions à notre gouvernement de pouvoir aménager beaucoup d'efforts. Alors beaucoup d'efforts pour restructurer notamment notre service de renseignement. Nous avons des services de renseignement qui sont fragiles, qui ne font pas assez leur travail. Il faudrait créer, nous on avait proposé de pouvoir créer une cellule d'investigation et d'anticipation. Parce que les opérationnels ne peuvent pas être efficaces sur le terrain sans de bons renseignements et de bonnes informations. Merci beaucoup M. Herima Simbo. Je donne la parole à M. Gandhi Kassende également pour pouvoir commenter cette question. Quel est votre avis par rapport à la situation de l'Est? Est-ce qu'il y a des signes de désescalade ou d'espoir? Oui, il y a non seulement l'espoir, l'espoir est dans le sens où on est face au jeu. Il y a les jeux qu'il y a eu pendant les 5-10 ans passés, mais les choses ont changé. On est devant les enjeux très importants pour les 10 ans à venir, pour les 20 ans à venir. Ces enjeux-là se passent au niveau de l'Afrique centrale et particulièrement en République démocratique du Congo. Certes, les matières premières que nous avons, on peut les retrouver en Ukraine et ailleurs. Mais le problème, c'est que l'exploitation de ces matières premières demande du temps. Alors que chez nous, ils peuvent, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, les exploiter. En Ukraine, ça demandera 10 ans, 20 ans. C'est une guerre technologique. Il y a un combat entre les Américains, d'un côté, les Russes et les Chinois. Les Américains essaient de prendre le dessus sur les Chinois, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour notre pays, les Chinois contrôlent près de 70% de nos matières premières. Ça pose un problème, puisque les Américains, à un moment donné, commencent à racheter certaines des terres rares en Chine. Et ça commence à poser des problèmes. Mais pour ça, les Américains mettront tout ce qu'il faut, mettront le paquet pour non seulement qu'il y ait la paix à l'Est, mais qu'on puisse les permettre de pouvoir exploiter et explorer d'autres matières premières au niveau de la République démocratique du Congo. Pour moi, la guerre est déjà finie. Si j'étais un responsable politique, je dirais, travaillons pour l'avenir, le devenir du pays. Par rapport à l'armée, former l'armée, continuer à former des gens au niveau de l'armée, former les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir travailler dans les industries ou les usines qui seront mises en place. L'armée américaine va se déployer sur le terrain? Non, l'armée américaine ne viendra pas. Vous aurez tout au plus ce qu'on appelle le Blackwater. C'est un peu les gardiens, ceux qui, la truc civil, les gardiens civils. Ce sont des gardiens, mais formés militairement. Eux viendront. Il y a quelques têtes qui sont déjà ici. Ils vont sécuriser. Ils vont engager l'État américain? Ah oui, c'est l'État américain, l'administration, puisqu'ils disent pas l'État. L'administration Trump va les envoyer à quelques-uns, quelques éléments déjà ici, pour sécuriser tout ce qui est site où il y a des minéraux. Blanc comment? Blackwater. Blackwater. Ouais, l'eau noire. Okay. Donc, un peu, c'est pas comme Wagner, mais c'est tout comme. C'est au-delà de Wagner. C'est une société militaire, etc. Il y a des dispositions qui sont prises. Mais pour le Rwanda restera là. Kagame, c'est fini pour lui. Essayez de voir Kagame dans le passé. C'est pas un homme d'avenir, Kagame, c'est fini. Et tous ces gens-là, de routes et autres qui faisaient du bruit, ils sont silencieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien du tout. Kagame au mieux. Et Kabila? Kabila? Mais Kabila, c'est un petit pion. Kabila n'a jamais existé. Il a existé par Kagame. Si celui qui t'a créé n'existe plus ou ne va plus exister, où tu vas exister? Ce sera la débandade. Non seulement pour Kabila, mais pour l'autre là, un petit poussin là, Nanga. C'est un poussin. Ils n'existeront plus. Ils ne sauront pas où aller. Ils ont discuté dernièrement avec la secrétaire générale des Nations Unies, du Conseil de sécurité, Madame Bintou, représentante ils ont échangé. Pas négocié, échangé. On leur a dit de quitter le territoire. Mais les Nanga et autres, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? On va aller où? À l'issue de... Bintou leur a dit, vous étiez où avant? Rentrez là où vous étiez avant. D'une manière ou d'une autre, ils seront obligés de partir. S'ils ne partent pas d'eux-mêmes, on viendra les chercher, manu militari. Ils partiront. Nous, continuons à former nos militaires, puisque demain, il n'y aura pas toujours la même possibilité, la même solution telle que nous les avons trouvées aujourd'hui. Formons les militaires, formons nos soldats, formons nos étudiants qui doivent être des réservistes, formons aussi des gens à travailler dans les industries qui vont arriver d'une manière ou d'une autre. Le champ est là. Il ne faut pas qu'on soit hésitant. Merci beaucoup, monsieur
Gandhi Kassende, merci beaucoup monsieur Rima Simbo, merci beaucoup monsieur Mike Gardi, merci Diana, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés et aussi vous avez été édifiés sur ces deux thématiques que nous avons évoquées dans cette émission. On se retrouve donc vendredi pour clore la semaine. Bonne suite de programme sur Congo Buzz.